Bien, nous avons vu ensemble en cours ce que c'était qu'une intégrale impropre, comment la repérer. On a vu qu'elle pouvait être simplement impropre ou doublement impropre. Et puis bien, on a vu que c'était la définition essentiellement une histoire de limite et que pour gérer ça, eh bien, une première solution était de primitiver si c'est possible. L'objectif de cette playlist est d'apprendre à gérer des intégrales impropres quand on ne sait pas primitiver ou quand on n'a pas envie de primitiver. Parce que finalement, si je ne veux pas récupérer la valeur, si je veux juste savoir si ça converge ou ça diverge, c'est peut-être pas la peine de se taper un calcul de primitive. Mais pour ça, il faut des critères, d'autres caractérisations. Alors, avant de vous donner ces caractérisations, j'ai besoin d'un petit package d'intégrales de référence qui vont nous servir bien sûr à comparer, exactement comme pour les séries numériques. On va commencer par ces intégrales qui sont extrêmement célèbres, ce sont les intégrales de Riemann. Alors vous voyez, il y en a deux. Il y a l'intégrale de Riemann impropre en 0. Pourquoi impropre en 0 ? Quand alpha est positif, ici vous avez une vraie fraction. Et là, évidemment, une intégrale de Riemann impropre en l'infini. Ça, dès que vous voyez l'infini, vous savez que c'est du impropre. Et donc, vous allez devoir connaître par cœur le résultat suivant. C'est que en 0, notre intégrale de Riemann, elle converge uniquement si le alpha est strictement inférieur à 1. Donc vous voyez, c'est le concept inverse de ce que vous avez appris pour les séries de Riemann. En fait, ce que vous avez appris, la convergence des sigma d1 sur n alpha ou alpha strictement supérieur à 1, vous le retrouvez avec cette intégrale de Riemann-là, celle qui est en plus l'infini. Alors, on essaye de démontrer ce théorème. Là, bien sûr, j'ai figé alpha appartenant à R, il est déclaré. J'ai donné un nom à mon intégrale impropre, mais j'ai conscience qu'à ce stade, c'est peut-être un objet qui n'existe pas, justement, c'est de ça dont on doit se soucier. Et puis j'ai baptisé l'intégrande f de t égale 1 sur t alpha, et je vous fais remarquer que c'est une puissance. Alors première remarque, si moins alpha est supérieur ou égal à 0, eh bien en vérité, donc c'est-à-dire si alpha négatif ou nul, qu'est-ce que vous observez ? Vous observez normalement que f, elle appartient aux fonctions continues du segment 0,1. En fait, si alpha est inférieur ou égal à 0, il n'y a pas d'intégrale impropre. Et donc, en vérité, il n'y a pas dans ce cas de problème de convergence. Donc, par abus de langage, on dira que ça converge, mais le terme n'est pas approprié, vous voyez. Il n'y a pas d'étude de convergence à faire. De fait, on a bien une intégrale qui existe. Donc maintenant, si alpha est strictement positif, cette fois, votre fonction elle est bien continue sur 0,1, 0 exclu, et f pas définie en 0. Donc i est impropre en 0 et 0 seulement. Et donc, il y a bien une étude de convergence à faire. Comme d'habitude, on s'intéresse d'abord au localement intégrable. Ça, c'est facile. Vous avez déjà observé que votre fonction est continue sur cet intervalle semi-ouvert. Donc, elle est localement intégrable sur cet intervalle semi-ouvert. Ça veut dire intégrable sur chaque segment, je vous rappelle, de l'intervalle 0,1. Comme c'est intégrable sur chaque segment, ça vous autorise à poser cette intégrale qui, elle, n'est pas impropre. Pas besoin de le rejustifier. C'est acquis grâce à l'item 1. J'ai déclaré x au voisinage de 0 plus, et vous faites bien sûr toujours attention à ce que le x ici soit le x là, et qu'il y ait un autre nom de variable pour votre intégrale, qui est variable muette. Bon, là, on sait qu'on peut primitiver. Et là, je vois deux cas, alpha différent de 1, cette primitivation, et alpha égale 1 du ln. Je calcule mon crochet et je récupère sans difficulté ces formules. Et maintenant, quel est l'objectif ? Je vous rappelle que l'objectif, c'était d'observer la limite de f de x quand x tend vers 0 plus. Et le concept, c'est de dire si cette limite est finie, ça converge. S'il n'y a pas de limite ou que la limite est infinie, ça diverge. Alors ici, il faut faire gaffe. X puissance 1 moins alpha,
Si le 1 moins alpha est négatif, en fait, c'est une fraction avec du 0 au dénominateur. Et si le 1 moins alpha est positif, eh bien, c'est une puissance de 0. Donc, en fait, vous devez prendre conscience que la limite de cette puissance de x, eh bien, elle dépend du signe de 1 moins alpha. Voilà, donc ne soyez pas trop rapide, faites très attention à ces exposants. Il se peut que ça soit un exposant négatif et donc une fraction déguisée. Donc mon conseil, c'est bien sûr de reformuler f de x en tenant compte de ce signe. Donc ça va vous donner les 3 cas suivants. Alpha plus petit que 1, alpha plus grand que 1. Et là, vous voyez dans ma reformulation, j'ai bien fait attention à écrire mes puissances avec un exposant positif. Sauf que le visuel ne le met peut-être pas suffisamment en évidence, ça. Donc moi, j'aime bien ajouter ici valeur absolue. C'est pour moi une écriture qui montre à l'observateur qu'on a bien x puissance 1 positif. Et donc quand je veux faire tendre x vers 0, là ça me saute aux yeux que ici c'est 0 et que là, si j'utilise la même petite astuce de réécriture, j'ai un x puissance 1 positif et donc ça va exploser vers plus l'infini cette chose-là. Donc moi j'aime bien faire ça. On peut observer, vous voyez, je range et je mets bien en valeur mes puissances positives et je le mets avec une valeur absolue. Mais bon, c'est pas obligatoire hein, si ça vous plaît pas. Et donc une fois que vous avez bien rangé, bien reformulé, vous voyez là, même ici, ça me plaît pas. Le 1 moins alpha, j'ai repris ma primitivation, mais comme alpha est plus grand que 1, eh bien c'est négatif. Donc moi là, j'aurais tendance à mettre du plus alpha moins 1 pour éviter l'abus des signes moins qui créent des erreurs de calcul. Et donc par opération de limite, eh bien si alpha inférieur à 1, je prends cette formule. Et là, je vois que quand x tend vers 0 plus, ici ça tend vers 0, et il me reste la valeur finie, 1 sur 1 moins alpha. Si alpha est supérieur à 1, je prends ma deuxième formule. Ici, c'est une constante. 1 sur alpha moins 1 avec alpha plus grand que 1, c'est positif. Et là, j'ai du 1 sur 0 plus qui tend vers l'infini. J'obtiens une limite plus l'infini. Et si alpha égale 1, la limite quand x tend vers 0 plus de f de x, c'est moins du ln qui tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini. Tout est cohérent avec l'idée qu'on peut s'en faire graphiquement. 1 sur t alpha dans ces cas-là, c'est des hyperboles. Et donc, vous voyez, en 0, il s'agit de savoir si ça colle suffisamment vite à l'axe des ordonnées. Donc déjà, ce qui n'aurait pas été normal, c'est de trouver du moins l'infini ici. On comprend bien que l'aire qu'on est en train de mesurer est au-dessus de l'axe des abscisses, donc on s'attend à une valeur positive. Et toute la question, c'est de savoir si c'était fini ou pas. Bon, ça c'est fini quand alpha inférieur à 1, c'est-à-dire quand la courbe va coller suffisamment vite à l'axe des ordonnées. Et donc voilà, on vient de prouver que cette intégrale de Riemann en 0 est convergente uniquement quand alpha est strictement inférieur à 1, et on a même trouvé la valeur. Mais pour moi, ce qui sera essentiel, c'est vraiment ça. Que vous connaissiez vos critères par rapport au alpha pour une intégrale de Riemann en 0. J'aimerais que vous réfléchissiez à l'intégrale de Riemann en plus l'infini, et puis je vous corrige ça rapidement dans la vidéo 2.